Bonjour, je suis Chloé. Vous écoutez le podcast Le Chemin des aidants, un podcast dédié aux aidants ayant un proche atteint d'un cancer. Derrière chaque patient, il y a des aidants. Que ce soit dans notre famille, nos amis, un collègue, nous sommes nombreux à être ou avoir été confrontés à cette maladie et à la difficulté du rôle d'aidant. Comment se rendre utile ? Comment soulager ? Quelle est ma place dans tout ça ? Et moi, est-ce que j'ai le droit de craquer ? Dans ce podcast, nous allons donner la parole à un aidant pour chaque épisode qui nous parlera de son propre parcours, accompagné d'un expert sur une thématique précise. Ici, pas de tabou, pas de chichi entre nous, mais toujours de la bienveillance. Dans cet épisode, nous aborderons la cohabitation entre la maladie et la vie professionnelle. Comment jongler entre mon travail et ma nouvelle situation d'aidant. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'accueille donc Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Dont la compagne est actuellement prise en charge à l'Oncopole pour un cancer du sein, Julie. C'est ça. Merci d'être là pour parler de tout ça avec nous. Je vais commencer direct dans les questions, si c'est OK pour vous. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en essayant de concilier votre travail et vos responsabilités d'aidant ? Alors, je dirais que les défis sont multiples. D'abord, avant toute chose, il faut déjà accepter de se voir en tant qu'aidant et avoir le courage de le dire dans le monde professionnel. Parce que moi, j'ai eu peur des réactions que ça pouvait avoir vis-à-vis de ma hiérarchie ou de mes collègues. Que ça soit accepté, qu'il n'y ait pas non plus de la pitié ou de la compassion. Que ça reste dans un monde professionnel. Donc déjà, la première chose, c'était de le dire et de se voir en tant qu'aidant soi-même. Ensuite, être aidant, c'est très chronophage. Moi, j'ai pris le choix de prendre part intégralement au parcours de soins de ma compagne. Donc, des tout débuts à la radiocénologie, jusqu'à la chimio, à la radiothérapie. Les rendez-vous s'enchaînent. Certains sont assez longs, à la médecine nucléaire notamment. Il faut jongler sans cesse entre son rôle d'aidant et son métier. Donc, sur un équilibre instable. Et enfin, il faut ménager le moral, parce que voir celui qu'on aime, ou celle qu'on aime, être fatigué, se laisser aller parfois, être impuissant à l'aider, c'est assez difficile à vivre en tant qu'aidant. Cela occupe beaucoup l'esprit et on a parfois du mal à se concentrer sur les tâches professionnelles. Oui. Est-ce que votre employeur et vos collègues, surtout, est-ce qu'ils ont été compréhensifs et est-ce qu'ils vous ont offert un soutien adapté du coup dans votre situation-là ? Oui, tout à fait. J'en ai parlé assez rapidement à ma hiérarchie. J'ai passé le pas de cette crainte dont je parlais tout à l'heure. Et donc, j'anticipais mes absences pour participer au parcours de soins de ma compagne. Donc, j'ai jugé qu'il était nécessaire d'en faire part à mon supérieur dès que possible. Parce que je préférais être proactif dans la démarche plutôt qu'être réactif et devoir expliquer pourquoi j'étais absent. Donc mon supérieur a été très empathique, car lui-même a été touché par le cancer il y a quelques années. Et donc il m'a apporté son soutien total dans cette démarche. Ça c'est super. Bon, ça doit pas être toujours le cas, c'est une chance, j'imagine. Vous avez vu ça comme une chance, ou est-ce que en même temps ça devrait être la normalité peut-être ? Si tout le monde avait un peu J'ai été chanceux dans cette situation. Je sais que parfois ça peut être plus compliqué, notamment quand on doit prévoir des absences qui sont pas forcément planifiables longtemps à l'avance, parce que les rendez-vous ça peut s'enchaîner plusieurs par semaine. J'ai eu des semaines où j'ai eu 3 ou 4 rendez-vous dans la même semaine et des fois pas de rendez-vous du tout dans la semaine et je pouvais avoir une activité professionnelle complètement normale. Donc en fonction des semaines, ça peut être très différent, très disparate. Et c'est bien que le supérieur soit informé de cette éventualité. Et justement, quelle stratégie vous avez trouvée efficace pour maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et vos obligations d'aidant ? Est-ce qu'il y en a que vous pourriez conseiller peut-être ? Alors moi, j'ai eu la chance que mon supérieur contacte directement les ressources humaines. Donc les ressources humaines ont contacté eux-mêmes, m'ont donné le contact de la médecine du travail et de l'assistante sociale de l'entreprise. Pour me présenter les dispositifs qui étaient disponibles dans le cadre des aidants. Dans mon entreprise particulièrement, un certain nombre de jours est dédié aux absences familiales, que ce soit pour les enfants malades ou pour les aidants familiaux. Sécable par demi-journée, ce qui est très important, parce que des fois les chimiothérapies n'ont lieu que sur une demi-journée, donc c'est important de ne pas cramer, excusez-moi le terme, tout le jour pour ça. En fait, ça nous permet d'avoir plus de réserves. Et mon travail le permettant, parce que j'ai un travail de bureau, j'ai eu la chance que la médecine du travail me permette une dérogation de télétravail qui me permet de travailler 5 jours par semaine en télétravail si le besoin s'en fait ressentir au niveau de ma compagne, pour l'aider lorsque les séances de chimiothérapie étaient lourdes. Quand pendant la semaine elle était très fatiguée, j'ai pu
télétravailler tous les jours de la semaine. C'est pas la règle, mais ça m'a donné comme une souplesse dans le travail qui a été très bénéfique pour la poursuite de mon travail, justement. Est-ce que vous avez ressenti, du coup, quand même, avec tout ça, toutes ces stratégies à mettre en place, un impact sur votre performance ou votre satisfaction au travail en raison de toutes ces responsabilités d'aidant et puis cette mise en place du planning, alors, télétravail? Étonnamment, sur ma performance, pas forcément. Je pouvais pas réaliser la même quantité de travail qu'auparavant parce que je travaillais moins de jours. Donc forcément, la quantité de travail qu'on peut abattre s'en ressent. Mais la qualité du travail était identique sur ce que je faisais. Donc il y a forcément des objectifs qui sont un peu revus à la baisse, mais dans la qualité du travail fourni, il n'y a pas eu d'impact à proprement parler. En revanche, en termes de satisfaction, effectivement, quand on peut moins s'investir dans son activité professionnelle, on a une certaine frustration. On ne peut pas être à la fois 100% aidant et 100% professionnellement présent. Donc il faut faire un arbitrage, un choix. Et donc le parcours avançant et la santé de ma compagne s'améliorant, ça m'a permis après de mieux rééquilibrer le partage entre le rôle d'aidant et le rôle professionnel. Donc ça s'est amélioré avec le temps. Au début, il y avait quand même cette frustration qui était là. Oui, on y va pas à pas et on trouve des solutions au fur et à mesure. C'est ça. Dans la maladie, dans le cancer notamment, on navigue à vue beaucoup. Du coup, tout ça entraîne du stress et de la fatigue, j'imagine, de l'anxiété peut-être aussi, liée à la combinaison donc le travail et le rôle d'aidant. Comment vous l'avez géré tout ça? Alors, je vais pas mentir, hein, c'est assez compliqué, notamment quand à la maladie s'ajoutent les contraintes familiales, notamment faire les devoirs d'école le soir, faire les allers-retours à l'école, gérer les enfants, les repas, le ménage, etc. On est parfois au summum du stress et de la fatigue. Et dans ce cas-là, c'est ma compagne qui est presque aidante dans ces cas pour me rassurer, me donner cette dose d'ocytocine nécessaire pour continuer. Et j'essaye de faire aussi du sport pour essayer de vider cette pile de stress autant que possible. Et c'est parfois compliqué, mais trouver on fait en sorte. Le temps pour faire c'est tout ça. On a que 24 heures par jour. Faut peut-être demander de l'aide. Vous avez du coup, est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de quand même prendre un congé ou de réduire, donc vous avez dit que vous avez réduit un peu vos heures de travail pour mieux soutenir votre proche? Et j'avais eu la chance les dernières années de pouvoir mettre de côté des congés compte épargne-temps sur un compte dédié. Donc mon entreprise permet de faire ça et j'en avais profité sans avoir anticipé qu'il y aurait un cancer évidemment. Mais ça m'a permis de puiser dans cette réserve quand le besoin s'en faisait sentir, pour les jours où ma compagne se sentait moins bien, quand j'avais besoin de passer la journée à l'oncopole. Et ça m'a permis aussi d'avoir cette souplesse, de pouvoir prendre des jours où je restais avec elle si elle était fatiguée, de jongler entre les jours de proches aidants et d'avoir toujours une petite réserve de jours pour pas dépenser toute cette réserve d'un coup. Je sais qu'il y a un dispositif mis en place par l'État pour les congés proches aidants. Alors, dans notre cas particulier, c'était pas envisageable parce qu'il y avait une perte de salaire qui était trop conséquente. Quand ma compagne touchait une indemnité de maladie et moi j'avais une grosse perte de salaire, pour vivre dans des situations, c'était compliqué. Ça n'a pas été envisagé, mais on nous a bien présenté à l'entreprise tous les dispositifs qui étaient disponibles. Et quant aux heures de travail, le télétravail m'a permis non pas de réduire mes heures forcément, mais de les répartir différemment. Profiter des moments où ma compagne se reposait pour travailler vraiment, et de profiter des moments où elle était active pour être avec elle. Donc j'ai pu adapter mon temps de travail de cette façon-là également. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à d'autres aidants, justement, qui essaient de jongler en ce moment ou avec leur carrière et leurs responsabilités justement à la maison? Alors, mon premier conseil, ce serait d'en parler déjà. C'est la première crainte que j'ai eue et je pense que c'est le premier conseil à donner. Alors on ne demande pas de le clamer, mais de prévenir au moins sa hiérarchie de la situation. Il peut y avoir des dispositifs qui sont spécifiques aux entreprises. La mienne, il y avait des jours proches aidants, des jours événements familiaux qui étaient disponibles et qui m'ont beaucoup aidé. Oui, ça on le sait pas forcément. On le sait pas forcément et en parler, ça permet de le découvrir. Oui. Et ensuite, c'est de s'écouter. Comme je disais, on peut pas être à 100% aidant et à 100% professionnellement parlant, être là. Il faut savoir passer d'une casquette à l'autre, savoir consacrer du temps à chacune d'elles. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Et oui, couper, c'est pas toujours évident dans n'importe quel cas. Arriver à couper entre deux choses qui nous prennent beaucoup dans l'esprit. Et enfin, le dernier conseil, c'est de savoir demander de l'aide soi-même, parce que
pour gérer tout ce qui est enfants, aide ménagère, oui, justement, vous disiez pour jardinage. C'est des activités qui sont très chronophages elles-mêmes, qui demandent beaucoup d'énergie. Et cette énergie, moi, j'ai préféré la mettre à aider ma compagne dans son parcours. Et il y a des dispositifs qui permettent d'avoir accès à ces services aussi. Comment votre rôle d'aidant a-t-il influencé sur votre perspective, sur votre carrière à vous et vos aspirations professionnelles à long terme? Est-ce que vous avez dû mettre en pause certaines choses? Alors, pas forcément, mais avec la maladie, forcément, on a une vision tout autre de l'importance que l'on porte à son métier. On relativise davantage. Ça remet en perspective la vie professionnelle par rapport à la vie privée. Le cancer peut survenir à n'importe quel âge, à bas mot. On n'est pas forcément... Quand on le découvre, des fois, c'est trop tard. J'ai perdu un collègue il y a quelques années d'un cancer foudroyant. En quelques mois, il était parti. Donc, ces événements-là permettent aussi de relativiser, d'un point de vue personnel, notre vision de la vie professionnelle par rapport à la vie privée. Et le temps qu'on donne... C'est ça donne envie de consacrer davantage son temps à sa vie personnelle par rapport à la vie professionnelle. Oui, après j'imagine que ça dépend du métier et de la famille qu'on a. Si on est plus ou moins seul, vous avez l'air d'avoir une famille nombreuse un peu. C'est ça. J'ai cru comprendre. Et du coup, c'est vrai que ça demande du temps et on a envie d'en profiter. C'est ça, j'imagine. Tout à fait. Eh bien, maintenant, nous allons donc accueillir notre experte du jour, justement pour pouvoir parler d'espoir et avoir des conseils avisés. Nous accueillons donc Isabelle Badi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes directrice juridique à Veolia Eau et manager d'une équipe. Nous allons donc profiter de votre regard et de votre expérience. Bienvenue à vous. Bien, bonjour à vous deux. Merci de m'accueillir d'abord pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Je travaille chez Veolia Eau à Toulouse. Il y a 2 ans, ma collaboratrice Laure a eu un cancer du sein. Je croyais savoir ce qu'était le cancer et ce que cela impliquait, notamment pour la vie professionnelle. Je me trompais, je savais rien. Et nous avons traversé cette épreuve en équipe, avec donc le reste de mes collaborateurs et Laure. Après 1 an d'arrêt, 2 opérations, Laure est revenue sur son poste et nous avons décidé tout de suite d'animer en interne des ateliers de sensibilisation au sein de Veolia Eau Sud-Ouest. Et en particulier, je tiens à remercier le docteur Dora Canoun qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous a aidés dans cette démarche pour pouvoir parler de la maladie en entreprise et donner de l'espoir. Et puis cette année, pour aller plus loin, on a décidé de créer un collectif, Rebondir, qui associe des entreprises et des médecins pour faire bouger les lignes. C'est génial. Et est-ce que vous voulez aussi, peut-être, comme on n'a pas pu vous entendre avant, réagir au témoignage de Florian et est-ce que cela vous implique, vous inspire? Je le trouve super courageux. Je trouve que Julie a bien de la chance et que lui aussi, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de chance de l'avoir. Ils ont fonctionné en équipe. On le voit dans ce qu'il dit, dans ce qu'il témoigne. Et moi, je crois qu'effectivement, l'entreprise a un rôle à jouer pour accompagner ses collaborateurs, que ce soit ses collaborateurs malades ou ses collaborateurs aidants. Du coup, vous travaillez donc chez Veolia Eau. Au sein de Veolia Eau, pour aborder la thématique cancer au travail, les collaborateurs aidants, est-ce qu'ils ont un statut reconnu ? Et je continue mes questions, comme ça je vous les donne toutes et vous pourrez répondre tout en même temps. Comment les managers font face du coup à ces collaborateurs aidants ou aux collaborateurs patients? Et pour finir, l'entreprise, est-ce qu'elle a un rôle à tenir dans l'accompagnement des aidants et des patients? Alors oui, effectivement, le statut d'aidant est reconnu depuis 2015 par la loi. Chez Veolia, nous, on a choisi d'aller un petit peu plus loin, comme dans l'entreprise de Florian, en proposant des aménagements d'horaires adaptés, des mises en place de temps partiel. Ça peut aller jusqu'à la sortie temporaire d'astreinte. Et bien sûr, les organisations autour du télétravail qui peuvent vraiment être tout à fait pertinentes et adaptées. Votre seconde question, c'était comment les managers font face à un collaborateur aidant ou à un collaborateur patient malade. Eh bien, de mon expérience, le plus souvent, ils ont du mal. Parce qu'ils ne sont pas formés forcément pour ça. Parce que là aussi, chez eux, peut-être ça appelle des choses personnelles.
Et oui, alors là, il a réagi avec beaucoup d'empathie, votre employeur, mais c'est vrai que des fois, il y en a qui se bloquent. Oui, ça peut faire l'effet inverse. En fait, ça rappelle quelque chose chez vous qui est trop douloureux, qui est trop sensible. Mais de manière générale, c'est un peu compliqué. Moi, en tout cas, c'est vraiment le retour de mes collègues, mes autres collègues managers. Ils m'ont dit, mais oh là là, comment tu fais comment est-ce que... Et c'est vraiment grâce à ces retours-là que Laure et moi, en équipe, on s'est dit, mais en fait... On va rédiger un guide pour les managers en interne, aidé par notre RH, beaucoup, aidé par notre direction régionale et par donc le docteur Dora Kanoun également, qui était vraiment très utile dans le côté médical. Nous, on avait vraiment le côté entreprise manager, on avait besoin de faire un contrepoids sur le médical. Et on a rédigé donc ce guide qui est là pour aider au dialogue autour de la thématique du cancer en entreprise. Et c'est vraiment comme un guide, ça fait une 15aine de pages. On a posé toutes les questions qui font mal, qu'on a un petit peu de mal à verbaliser, et je retiens vraiment de l'expérience de Florian le fait qu'il ait parlé, qu'il ait eu le courage de dire, parce que tout commence là en fait, oui. Tout commence là. Quand vous me demandez est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer dans l'accompagnement, bien sûr, moi j'en suis intimement persuadée, mais c'est certain que l'entreprise et le management ne peut se mettre en marche que si la personne ose dire, oui. Voilà, c'est vraiment ça. Donc nous, toute notre démarche avec le collectif Rebondir qu'on a aussi mis en place, pour ça, on essaye de faire des ponts avec les entreprises en disant c'est possible, on peut réussir à accompagner ses salariés. Alors c'est vrai que les outils en RH, ils sont un peu naissants, pour justement aider cette adaptation par rapport à la performance. Vous avez posé la question à Florian, à son nombre d'heures de travail, à la qualité du travail rendu, etc. Ça interroge beaucoup le lien au travail en fait. Oui, complètement. C'est pour ça que cette question, elle est à la fois passionnante et délicate, mais il est certain que quand on le vit en équipe et en communication, on s'en sort, c'est possible. D'ailleurs, c'était ma question d'après, c'était si vous aviez des conseils concrets à donner à nos auditeurs, aux chefs d'entreprise managers qui auraient justement au sein de leur équipe des collaborateurs aidants ou des collaborateurs patients. Vous avez parlé de ce formulaire. Est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce que les chefs d'entreprise peuvent le trouver quelque part? Vous contacter? En fait, on est allé aussi un peu plus loin que ce guide, puisque sur la base de ce guide-là, maintenant, avec le collectif Rebondir, nous organisons des petits déjeuners inter-entreprises pour justement présenter les outils RH et les outils de management que Veolia a mis en place. On travaille aussi avec l'orchestre national du Capitole et on échange avec les entreprises, les plus petites et les plus grandes structures, puisque là aussi, ça peut se mettre en place partout. Le but étant d'échanger les bonnes pratiques et d'accompagner chaque cas avec sa particularité et avec pertinence. Pour finir, je vais vous laisser la parole. Peut-être Florian, si vous souhaitez réagir au témoignage de notre experte Isabelle Badi. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Profitez-en, elle est là. Non, mais je pense que c'est grâce aux initiatives mises en place par des entreprises comme Veolia, dans des associations qui sont peut-être en dehors des entreprises elles-mêmes, qui sont plus générales, inter-entreprises, pour peut-être les PME, les PMI. C'est très important que des dispositifs ou des aides soient mis en place. Donc je trouve que c'est très bien, parce que moi j'ai la chance d'avoir eu ces dispositifs mis en place liés à la convention collective et au fait que ce soit une grosse entreprise aussi. Mais pour les petites entreprises, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, et je pense que ces initiatives ne peuvent que faire du bien pour le cancer. On espère, on y croit. C'est possible, on y croit. C'est très positif. Et voici l'un de mes moments préférés du podcast, l'info intox, jingle. Je vous rappelle les règles de ce jeu. Donc je vais donner une affirmation et nous, avec Florian, on va essayer de trouver ensemble s'il s'agit d'une info ou d'une intox. Et puis ensuite, Isabelle, vous nous direz la réponse, vous nous expliquerez un peu. Alors, première affirmation. Il est recommandé aux aidants de ne pas informer leur employeur de leur situation pour éviter des répercussions négatives. En ce qui me concerne, je dirais un tox, parce que j'ai fait l'inverse et je pense que c'est nécessaire de prévenir. Et même Isabelle a dit tout à l'heure que c'était important de le dire, donc pour moi c'est une intox. Je dirais pareil, parce que si j'ai bien écouté, là vraiment, c'est très important au contraire de parler la communication. Isabelle, du coup?
Oui, alors effectivement, plutôt intox, bien que on comprenne et on respecte le choix de certains salariés de vivre leur maladie dans l'intimité de leur famille, mais il est certain que pour que l'entreprise puisse jouer son rôle, puisse aider et bénéficier des soutiens et des aménagements, informer son manager, son employeur, c'est la case départ, c'est là où tout commence en fait. Si l'entreprise n'est pas au courant, elle ne peut pas déjà proposer des solutions, expliquer tout le panel qui peut exister et ce à quoi l'aidant ou le salarié malade peut avoir droit. On passe à la deuxième affirmation. Florian, vous êtes prêt ? Les aidants peuvent souvent bénéficier de congés payés spécifiques pour s'occuper de leurs proches malades. Info ou intox ? Alors je dirais que moi, de mon côté, c'était plutôt la convention collective qui a joué ici. Après, d'un point de vue légal, je sais qu'il y a des dispositifs mis en place par l'État pour aider les proches aidants. Après, je connais pas les règles précises, je ne suis pas rentré dans le détail précisément, mais pour moi, oui, il y a des jours qui sont dédiés quand même à ça. Je dirais plutôt info. Pour ma part, je dirais info, mais je me demande si ça ne dépend pas des entreprises. Peut-être qu'Isabelle peut nous en dire davantage. Alors oui, info, effectivement, il y a aujourd'hui donc des conventions collectives comme chez Florian qui permettent de bénéficier de congés supplémentaires ou d'adaptation de congés familiaux spécifiques. Il y a aussi la loi qui permet un certain nombre d'aménagements. Après, il faut quand même vérifier chaque fois dans chaque entreprise, chaque politique spécifique à chaque entreprise pour cela. J'en profite pour ajouter qu'il y a aussi le dispositif qui parfois n'est pas très connu de don de congés de solidarité entre collègues. Nous, ça, on l'a vécu plusieurs fois dans mon entreprise et c'est vrai que ça signifie quelque chose quand des collègues se cotisent pour donner des congés à quelqu'un qui en a besoin, soit parce que il est malade, soit parce qu'il est aidant. Le plus souvent, c'est dans le cas justement de salariés aidants. Donc c'est une belle initiative qui peut se mettre en place assez facilement avec les services RH. Ah oui, en effet, je me serais pas posé la question, mais c'est super. Merci beaucoup. On a une dernière affirmation. Les aidants bénéficient généralement d'un soutien psychologique au sein de leur entreprise. Info ou intox ? Là, je donne ma langue au chat. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des psychologues au sein de mon entreprise qui sont disponibles, mais je ne pense pas que ce soit un cas général. Donc, je préfère laisser la parole aux experts. Très bien. Moi, ça me paraîtrait peu probable aussi, mais ça doit dépendre des entreprises parce que quand je vois Veolia O, je me dis que c'est possible qu'ils aient eu cette idée-là. Oui, alors effectivement, chez nous ça existe, on a une ligne psychologique dédiée. On a aussi souvent dans les entreprises des assistantes sociales qui peuvent aiguiller vers certaines personnes. On a aussi dans les mutuelles des possibilités d'avoir accès à des lignes psychologiques. Donc ce genre de choses-là peut exister dans certaines entreprises. Là aussi, il faut se renseigner. Après, au-delà, il y a forcément un soutien collectif qui ne remplace pas, qui n'est pas là pour faire concurrence à un professionnel en psychologie, mais on voit bien que dans les aventures, on va dire, dans les expériences cancer en entreprise, c'est très souvent un collectif entier qui soutient une personne aidante ou une personne malade. Et dans tous les cas, c'est toujours important, même en dehors de l'entreprise, de chercher de l'aide, que ce soit avec des amis, autres, des proches, des autres aidants. C'est une chaîne, en fait, pour moi. Ou des professionnels de la santé, psychologues, psychiatres, qui peuvent aider dans un autre contexte à part pour l'aidant. Eh bien, nous voilà à la fin de cet épisode. Je remercie donc encore Florian. Merci pour votre témoignage honnête et enrichissant. Votre expérience nous a vraiment aidé à comprendre les défis que rencontrent les aidants. Et merci bien sûr à notre experte du jour, Isabelle Badi, pour vos précieux conseils et vos éclairages. Vous avez su apporter des informations très claires et utiles pour ce sujet parfois difficile à aborder. Merci. J'en profite pour parler d'une web-série que vous pouvez trouver sur YouTube, une série qui traite du parcours du cancer du sein au travers d'un personnage, donc Émilie. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, vous tapez Le Chemin d'Émilie et on mettra tout dans le lien de toute façon de ce podcast. N'hésitez pas à aller y faire un tour, les acteurs sont formidables et c'est drôle contrairement à ce qu'on pourrait penser en entendant le sujet. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de la manière de concilier la vie professionnelle et les responsabilités d'aidant pour un proche atteint de cancer. Nous avons abordé les défis liés à la gestion du travail et des soins, les ajustements nécessaires dans l'organisation quotidienne et les ressources disponibles pour aider les aidants à naviguer cette double responsabilité. Nous espérons que cet épisode vous a apporté des réponses et des pistes de réflexion. Merci à vous
nos auditeurs, pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons d'un autre aspect important de la vie des aidants du cancer du sein. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et souvenez-vous, ici c'est sans tabou et avec beaucoup de bienveillance. À très bientôt sur le chemin des aidants.